Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'ennemi public numéro 1 en Irak, Moussab al-Zarqawi, chef local d'Al-Qaïda, a bien été tué dans un raid des forces américaines. George Bush se réjouit et parle d'un coup important porté au terrorisme. Le gouvernement irakien qui vient d'être constitué veut croire à un nouveau départ pour le pays. En France, la controverse sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur a confirmé aujourd'hui que la délinquance générale avait baissé de 8% en 4 ans, mais que les violences contre les personnes avaient augmenté de 12%. Le Parti socialiste parle d'un échec. Nicolas Sarkozy, lui, propose de nouvelles mesures. Forte émotion au premier jour du procès de l'incendie du centre équestre de l'Echerenne. Les photos des 8 jeunes victimes ont été projetées sur grand écran. Les propriétaires du centre, jugés pour négligence, ont demandé pardon aux familles. L'ours prend ses aises, semble-t-il, en Haute-Garonne et inquiète la préfecture. Des traces de l'animal ont été repérées à une trentaine de kilomètres seulement de Toulouse. Des équipes de surveillance patrouillent depuis ce matin dans la zone. À la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'équipe de France de football est arrivée en Allemagne et s'est installée dans un décor de carte postale près de Hanovre. C'est l'attaquant Sidney Govou qui a été désigné pour remplacer Djibril Cissé, victime d'une double fracture hier soir à Saint-Étienne. Enfin, la finale, dame du tournoi de Roland-Garros opposera la Belge Justine Henin-Ardenne, tenante du titre, à la Russe Kuznetsova qui a battu la révélation du tournoi, la Tchèque Vaidisova. C'était l'homme le plus recherché du monde avec Oussama Ben Laden. Sa tête était mise à prix 25 millions de dollars. Moussab al-Zarqawi, 39 ans, a donc été tué dans un bombardement. Le corps a été identifié avec certitude grâce aux empreintes digitales. C'est un succès pour l'armée américaine. Pascal Golomer. Les Américains n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pris le temps d'agrandir, d'encadrer la photo d'Abou Moussab al-Zarqawi avant de la présenter à la presse à Bagdad. Zarqawi, mort et formellement identifié, lui qui était l'homme le plus recherché d'Irak. Sa tête avait été mise à prix 25 millions de dollars par l'armée américaine. Il y a un mois et demi, le terroriste jordanien, leader du réseau Al-Qaïda dans le pays, adoubé par Ben Laden, était apparu à visage découvert dans cette vidéo, pour la première et dernière fois. Je jure par Dieu que l'Amérique sera vaincue en Irak, disait-il alors. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui savoure sa victoire et diffuse cette image. 2 bombes larguées sur une maison à Bakouba, à 60 km au nord de Bagdad. C'est là que Zarqawi tenait une réunion avec plusieurs de ses hommes. L'information très précise aurait été fournie par des membres de l'organisation terroriste. Les policiers irakiens ont récupéré le corps de Zarqawi et ceux de 6 autres victimes. À Bagdad, le Premier ministre fut le premier à annoncer la nouvelle à la presse. Applaudissements de l'assistance et grand sourire des officiels. Le président Bush, lui, réagit quelques heures plus tard à Washington avec prudence. Zarqawi est mort. Mais la difficile et nécessaire mission en Irak continue. Nous pouvons nous attendre à ce que les terroristes et les insurgés continuent sans lui. À Najaf, les chiites aussi ont fêté l'événement. Zarqawi les considérait comme des ennemis à abattre. Aujourd'hui, ils ont pour quelques heures laissé éclater leur joie. L'histoire de Moussab al-Zarqawi est celle d'un petit délinquant jordanien devenu chef terroriste. Lui et ses hommes ont semé la terreur pendant 3 ans. Mais sur place, personne ne s'attend vraiment à une baisse des attentats. Samassoula. Abou Moussab al-Zarqawi dans un de ses exercices favoris, la vidéo de propagande, l'arme suprême de sa stratégie de terreur en Irak. C'est le dernier visage du terroriste aux apparences multiples, traqué pendant des années, l'insaisissable disciple d'Oussama Ben Laden. Ce Jordanien au passé de délinquant a d'abord fait ses armes en Afghanistan contre les soviétiques. Mais c'est en Irak où il se réfugie en 2001 qu'il bâtit sa réputation. Les décapitations d'otages intégralement filmées et diffusées sur Internet, elles sont la marque sanguinaire de Zarqawi. Sa notoriété, il l'acquiert avec l'attentat contre le siège de l'ONU à Bagdad, la zone alors la plus protégée. Ce fait d'armes lui vaut le titre de chef d'Al-Qaïda en Irak. Une boule de feu au cœur de la foule, des attentats toujours plus spectaculaires et meurtriers, il vise les Américains et tous ceux qui ne les combattent pas. Avant leurs attaques, les kamikazes au service d'al-Zarqawi se mettent en scène. Ils se laissent filmer quelques minutes avant d'aller se faire exploser.
l'ennemi numéro 1 de l'Amérique en Irak, a aussi joué la guerre des images. La mort d'Abou Moussab al-Zarqawi ne suffira pas à mettre fin à la guérilla irakienne. D'autres groupes armés occupent le terrain et déjà sur Internet, des centaines de messages promettent des milliers d'autres Zarqawi. Illustration de ces attentats au quotidien pendant que l'armée américaine se réjouissait. 4 bombes ont frappé Bagdad pour cette seule journée de jeudi, dont une qui a explosé dans un marché bondé du centre de la ville. Bilan total, 32 morts et des dizaines de blessés. En France, il se confirme d'ores et déjà que la lutte contre l'insécurité sera une fois encore l'un des thèmes de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a voulu répondre aux critiques en présentant son bilan contrasté de près de 4 années passées au ministère de l'Intérieur. Aurélia Guillemin, Patrice Hacheret. Satisfaction affichée ce matin par Nicolas Sarkozy, venu dresser le bilan de la délinquance depuis 2002. Premier chiffre clé, 8,8% de baisse générale de la délinquance. Ces chiffres sont incontestables et ils devraient, me semble-t-il, amener une certaine modestie l'opposition. Et naturellement, je n'en tire aucun triomphalisme car j'ai parfaitement conscience qu'une baisse de 8,8%, c'est encore 3 775 000 crimes et délits par an. C'est la délinquance de voie publique, la plus visible, qui régresse le plus. Moins 23,7% pour les vols, cambriolages ou dégradations volontaires. Même tendance pour la délinquance économique et financière, moins 10,8% en 4 ans. Seul ombre au tableau, les violences à personne, elles augmentent de 12,45%. C'est sur ce sujet que le ministre est le plus critiqué. J'ai vu que j'étais attaqué par le Parti socialiste sur ce bilan précis. Je regrette que le porte-parole du Parti socialiste oublie de dire que de 1998 à 2002, où ils étaient au pouvoir, les violences aux personnes avaient augmenté de 42%. Mais le problème n'est pas celui-là. On ne va pas remonter à Mathusalem pour savoir si la délinquance en France, du temps de Vercingétorix, était moins forte qu'elle ne l'est sous Nicolas Sarkozy. Parce que là, effectivement, il y a des chances peut-être d'arriver à un moment donné ou à un autre à apparaître comme plutôt bon. Alors que le PS conteste les chiffres énoncés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy a lui salué une nouvelle fois le travail des policiers. Ils ont élucidé cette année une affaire sur 3. Pour rendre compte de cette nouvelle donne, une délinquance générale en baisse, mais avec des violences en hausse, l'une de nos équipes a suivi les hommes de police secours à Mantes-la-Jolie. Ils ressentent cette réalité au quotidien. Reportage Franck Genozo, Alexis Oran. Moins de vols, mais plus de violence. Quelqu'un vient d'appeler le 17, police secours. Apparemment, il y a une bagarre entre deux personnes, et on saura sur place exactement ce qu'il y a. Une bagarre en plein centre-ville, c'est ce que les policiers appellent de la violence non crapuleuse. Il n'y a pas de vol et souvent pas de motif valable. Il m'a regardé, après ça, il voulait me taper. Voilà, on s'est tapé, c'est tout. Celui-là, il est bourré, c'est lui il faut intercepter. Des situations récurrentes qui inquiètent les policiers. Pourtant ici, la délinquance a baissé de 20% en 5 ans. Mais la violence, elle, est montée d'un cran. Très souvent, la violence n'est pas préméditée. En général, on ne sait pas pourquoi. Une violence pure, hein, pas un vol avec violence, mais une violence pure n'est pas préméditée. Du coup, c'est difficile de faire. Donc la prévention est difficile. Ces violences ont souvent lieu en fin d'après-midi. Vol de portable à l'arraché, carjacking, ou comme ici, caillassage des forces de l'ordre. Ces images ont été filmées par la caméra du fourgon de police. Elles permettront de retrouver facilement le caillasseur. Une violence différente de celle que les policiers rencontrent la nuit. Moins de vols, mais davantage de querelles de voisinage qu'il y a quelques années et plus de violences familiales. Ah oui, on peut discuter. Je suis bien contente de vous voir. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte? Non, jamais. Bon. Jamais. Si vous déposez jamais plainte et vous restez ensemble, oui, parce que le problème il va continuer. Pas toujours qu'il va s'améliorer. Des situations que les policiers rencontrent chaque nuit. Dans cette zone, les violences familiales représentent 80% de leurs interventions. Et puis ce matin, Nicolas Sarkozy est revenu aussi sur les interrogations concernant sa présence au gouvernement. Certains de ses proches lui conseillent à voix haute de partir dans les prochaines semaines. Réponse de l'intéressé, je reste au moins jusqu'au mois de janvier. On l'écoute. Il y a un calendrier qui a été fixé par la formation politique à laquelle j'appartiens, qui choisira un candidat à soutenir
aux alentours du mois de janvier 2007. C'est à ce moment-là, me semble-t-il, que se posera la question d'un départ éventuel du gouvernement pour conduire une campagne électorale dont chacun peut bien comprendre qu'elle demande une occupation à plein temps. Et à noter qu'en réaction à la grâce de Guy Dru, le ministre de l'Intérieur a indiqué que s'il devenait président de la République, il supprimerait ce droit de grâce et d'amnistie. Pendant ce temps, Dominique de Villepin était à Poissy pour une visite à l'usine Peugeot. Il a reçu, vous allez le voir, un accueil houleux d'une vingtaine de militants CGT qui étaient venus dénoncer son plan pour l'emploi des seniors. Elsa Palot. Tout avait pourtant bien commencé. Dominique de Villepin, tout sourire, vient populariser son nouveau plan senior dans une usine Peugeot de Poissy. Mais très vite, la situation se complique. Une vingtaine de manifestants est bien décidée à exprimer son opposition à ce plan. Ils prennent à partie directement le Premier ministre. Les anciens, ils sont usés par les mauvaises conditions de travail. Ils demandent qu'à partir dans la dignité. Voilà. Ne généralisez pas. Certains souhaitent partir, que cela puisse être accompagné. Nous le comprenons. D'autres souhaitent pouvoir travailler plus longtemps. Je viens de voir une dame. Mais pour Dominique de Villepin, ses interlocuteurs des militants CGT ne sont pas représentatifs. Vu les mauvaises conditions de travail. Vous représentez 20%. Non, c'est non. Dans l'assistance, la réponse fuse, une allusion très claire à la dernière présidentielle. Monsieur Chirac représente 19% des Français. C'est aussi bien votre logique. Il représente 19%. Vous retenez que le premier tour. Non, mais attendez. Une élection démocratique. On aimerait bien prendre ce... Après quelques minutes, la visite reprend son cours entre poignées de main et sourire. Le débat sur la présidentielle, celle de 2002, semble déjà oublié. Le Premier ministre qui a pris connaissance aussi du chiffre décevant du déficit de la sécurité sociale prévu pour 2006, 10,3 milliards d'euros, déficit en baisse. Mais le gouvernement espérait beaucoup mieux. La réforme de l'assurance maladie a permis d'économiser près de 2 milliards, mais vous le voyez, le trou reste supérieur à 6 milliards. La branche vieillesse est fortement déficitaire, elle aussi, beaucoup plus que l'an dernier. La réforme Fillon tarde à produire ses effets. On semble loin du retour à l'équilibre espéré, mais Jacques Chirac, qui prononçait un discours au congrès de la Mutualité française à Lyon, a réaffirmé que ce projet de déficit zéro restait à l'ordre du jour pour l'année 2007. Justice, c'est dans un climat lourd et poignant que s'est ouvert le procès des responsabilités dans l'incendie du centre équestre de l'Echerenne en Savoie. On en parlait hier. 8 jeunes gens, dont plusieurs adolescents, y avaient trouvé la mort. Toutes les familles étaient là aujourd'hui. À Chambéry, Stéphane Bretner, Frédéric Capron. Depuis 2 ans, il n'a jamais voulu adresser la parole aux familles. Mais lorsque le propriétaire du centre équestre se lève et se tourne pour la première fois vers les parties civiles, il lance timidement « Je m'excuse ». Les parents n'ont pas un regard vers le prévenu. Pour les remords, c'est trop tard. J'ai pas trop vraiment cru parce que quand il dit qu'il comprend notre douleur, s'il l'avait compris, je pense qu'il aurait eu une autre attitude depuis 2 ans par rapport au désir qu'on a de Stell et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Un peu plus tôt, c'était des larmes sur les visages des parents. À la barre, tour à tour, ils ont évoqué leurs enfants. Une mère lit la dernière carte postale de sa fille sur laquelle elle écrit « Vive la vie ». Un père égrène une par une les 30 secondes d'atroces souffrances vécues par sa fille avant de succomber. C'est 30 secondes de la vie de nos enfants. C'est 30 secondes de... Je sais pas comment le dire, 30 secondes de malheur, 30 secondes de souffrance. On ne peut rien imaginer de pire. Mais c'est surtout de règlements, de normes dont on a parlé. Michel Iniger a construit son gîte sans permis. Le bâtiment n'avait pas de détecteur de fumée. L'installation électrique avait 25 ans. Mais à l'époque, tout était aux normes, dit son avocat. Légalement, le bâtiment était conforme, qu'il ait fait tout ce qu'il fallait. La réponse est non, puisque malheureusement les enfants sont décédés. Quant à l'ex-femme du propriétaire, elle insiste sur sa rigueur, la bonne tenue du centre et se décharge de l'aspect technique. Elle regrette, dit-elle, que les enfants n'aient pas pu emprunter l'escalier de secours. Seul problème, il était pratiquement hors d'usage. Nous avons voulu savoir si cet accident tragique avait servi de leçon. Depuis 2 ans, le règlement a été durci. Désormais, les contrôles sont obligatoires pour ce type d'établissement. Enquête Sophie Rodier, Emmanuel Morel. Rosine Berganti dirige ce centre équestre depuis 20 ans. Des stagiaires, elle en héberge 22 pendant les vacances. Ils sont logés dans ce bâtiment, une ancienne écurie remise aux normes. L'hébergement qu'on a dans la cuisine, l'extincteur est ici.
en cas de problème avec la cuisinière. La détection incendie qui est là, donc on la voit, vous voyez, à ce niveau-là. La porte... et bien sûr, des portes coupe-feu et des issues de secours pour toutes les chambres. Déclaration obligatoire, commission de sécurité, tout a évolué depuis le drame de l'Échrennes, à commencer par les exigences des clients. Ce drame a mobilisé très fortement la clientèle et les gens sont maintenant, quand ils viennent, ça fait partie des choses qu'ils regardent, qu'ils demandent, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Autre centre, près d'Orléans cette fois. Diane Strat a investi pour satisfaire aux normes. Voilà, donc les hébergements Matelas, qui étaient parquet destinés unifugé pour par recevoir les exemple. enfants, Mais son alarme de n'est chambres pas que vous reliée à avez son ici, domicile. de Pour chambres de s'équiper, 4 personnes. il lui faudrait débourser 4 000 €. Trop cher pour un si petit dortoir, elle a dû fermer. Des murs, les couchages ne sont pas suffisamment rentables pour pouvoir dépenser une somme comme celle-là dans une alarme. Tous les centres en activité sont-ils aux normes aujourd'hui? La plupart des professionnels pensent que non. L'administration reçoit beaucoup de dossiers d'ouverture durant les vacances ou juste un mois avant les vacances. Ils n'ont pas le temps d'inspecter tout le monde. Donc ceux qui sont inspectés, tant mieux pour eux, ou dommage pour eux, et ceux qui ne le sont pas passent à travers. Rien que dans le Loiret, les services de l'État ont découvert une dizaine de centres non répertoriés, et pourtant bel et bien ouverts. Justice encore dans l'affaire Clearstream. L'informaticien Imad Laoudé, toujours en garde à vue. Elle s'achèvera au plus tard demain matin. Il pourrait être présenté au juge qui cherche à savoir, je vous le rappelle, si c'est lui qui a falsifié les listes de comptes en y rajoutant les noms de personnalités, ce qu'il a toujours nié. À noter que le juge Van Runbeck, à qui avaient été remis ces documents et qui est mis en cause pour des questions de procédure, a reçu aujourd'hui le soutien public de plusieurs dizaines de hauts magistrats de Paris et de quelques-uns des avocats les plus réputés. Ils ont organisé cette conférence de presse en sa présence pour demander l'arrêt de l'enquête administrative dirigée contre lui. C'est une démarche sans précédent. Direction le sud-ouest maintenant et la région de Toulouse. La nouvelle a fait sensation. Des traces correspondant au passage d'un ours ont été relevées à une trentaine de kilomètres seulement de la ville. Cela signifie que l'animal s'est aventuré très loin de son territoire. La préfecture a mis en place des patrouilles de surveillance. Muriel Lassaga, David Bresse sur place. Là, vous en avez une de belle ici. Pas avant, pas arrière. Ici. Sur les berges de cette retenue d'eau, des empreintes de pattes d'ours, des vraies et des belles, encore bien préservées dans la glaise. Aussi où il y a le bâton. Ouais, un ours à Orivaille, personne ne l'aurait cru si on aurait dit que si on n'avait pas vu les traces. Et si cet homme n'arrive toujours pas à le croire, c'est parce qu'ici nous ne sommes plus dans les Pyrénées, mais en plaine, à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Ces jeunes sont les premiers à avoir remarqué ces traces. Tu le regardes chuter, c'est l'ours. Et en fait, après, mais c'était vraiment pour rigoler. Et après, il fait tu rigoles, et enfin voilà, et on a pris quelqu'un, et en fait, c'était vraiment ça, quoi. Une vingtaine d'empreintes, autant dire du jamais vu. Elles ont été expertisées par les techniciens chargés du suivi de l'ours. Selon eux, il pourrait s'agir de Balou, le dernier ours slovène lâché à une cinquantaine de kilomètres de là. Malgré un implant émetteur placé dans son abdomen, personne ne sait où il se trouve actuellement. Il faut pourtant le localiser et savoir si le plantigrade est reparti vers les montagnes. Actuellement, le problème de l'ours, c'est de savoir si on va le laisser en liberté complètement, si à l'avenir il faudra le laisser en liberté mais avec une grande clôture autour. Un sentiment partagé par les opposants à l'ours qui dénoncent le programme artificiel de la réintroduction. Pour ou contre, les habitants d'Oribaille, eux, possèdent désormais un trésor qu'ils comptent bien exposer dans la mairie. Le bac, plus qu'un week-end pour réviser. Les cours ne sont pas totalement terminés. Dans beaucoup de lycées, les professeurs continuent à rencontrer leurs élèves jusqu'au dernier moment pour donner les tout derniers conseils. Reportage Nabila Tabouri, Emmanuel Morel. Dans les salles de cours, la pression monte autant que la chaleur. J-4 pour ces candidats au bac littéraire. L'épreuve de philo, pour eux, c'est coef 7, donc pas le droit à l'erreur. Pas de par cœur. Le par cœur, ça veut dire recracher des choses toutes faites dans les anabacs, et c'est le meilleur moyen de faire du hors-sujet. Et le hors-sujet, c'est 2. Ces recommandations, la prof les a répétées tout au long de l'année, mais à la veille de l'épreuve, elles prennent plus de sens. On sait que si déjà on a réussi la philosophie normalement, ça veut donner normalement par la suite, c'est déjà un grand pas de fait. Et plus on fait des sujets, et plus on répète ensemble, et plus c'est rassurant, parce que finalement, ce qu'on demande, ça n'est jamais que ce que je demande moi. Et ce que je demande moi, ça n'est jamais que ce qu'on a fait pendant toute l'année. Dernière heure, dernier cours de l'année, Tiffany quitte le lycée avec ses camarades, direction la médiathèque.
Au programme, des révisions bien sûr, de la philo forcément. Être conscient d'avoir conscience, en fait, tu te rends compte. Je sais pas comment dire. La philo, visiblement, ce n'est pas leur tasse de thé. Les jeunes filles très actives durant la crise du CPE ont également raté plusieurs heures de cours. Pour rattraper le retard, Tiffany s'est inscrite au CNED. À partir des cours reçus, elles font des fiches et se les échangent. Mon niveau en philo n'est pas excellent, donc j'ai besoin d'aide et donc toute l'aide possible, je la prendrai. Apprendre, il est sans doute trop tard. Avant l'épreuve de philo, le dernier conseil donné aux élèves, c'est de la détente et du repos. Une première dans le monde de la publicité. La démarche s'inscrit dans la lutte contre les discriminations. Le BVP, Bureau de vérification de la publicité, a décidé de mesurer la présence des hommes et des femmes de couleur dans les campagnes. Et le résultat est éloquent, 3% seulement en moyenne. Le chiffre est nettement plus élevé à la télévision. Vincent Fourcade, Tristan Lebras. Mani, 25 ans, mannequin. Pour son allure et son charme, elle peut remercier un papa français, une maman ivoirienne et une grand-mère cambodgienne. Déjà 2 ans de métier, mais seulement 3 grandes publicités à son actif. Elle multiplie pourtant les castings, mais bien souvent pour rien, car Mani n'est pas Madame Tout-le-Monde. On va faire sur ce papier. On a peur que je ne sois pas représentative, que je sois moi, ou les filles métissées en général, parce que je parle au nom de plusieurs personnes, que je ne sois pas assez représentative de la ménagère moyenne de 35 ans qui va vouloir consommer tel ou tel produit. Alors j'appelle souvent mon prof pour... Mais peu à peu, certains annonceurs se mettent à la publicité en couleur. Voici Lou Denis, nouveau héros d'un opérateur téléphonique, un comédien choisi pour son talent et rien d'autre. On proposait vraiment un rôle que n'importe qui, peu importe la couleur de peau, aurait pu tenir, quoi. Donc on m'a engagé en tant que comédien. Et puis apparemment ça marche pas mal, quoi. Il y a des gens qui n'ont même pas remarqué qu'il était black, c'est pas ça le point. Le point c'est qu'il est follement sympathique et qu'il vous donne envie d'adhérer aux nouvelles technologies. Mais à quelques exceptions près, les publicités restent souvent bien palichonnes. Dans la presse, les minorités visibles n'apparaissent que dans 0,6% des publicités, 3% sur les panneaux d'affichage, 17,1% à la télévision. Pour les annonceurs, il y a un impératif à respecter, toujours parler au plus grand nombre. Lorsqu'il faut représenter le consommateur type pour un yaourt ou une voiture, on prendra évidemment pour permettre l'identification du consommateur, ce qui est le cas dans 80% de la population, n'est-ce pas? C'est-à-dire le blanc. Mais dans la pub, une époque au moins est bel et bien révolue, celle des clichés racistes. Voilà par exemple comment on vantait les charmes de la banane dans les années 50. L'environnement avec ce concours d'inventeurs pour promouvoir les biocarburants ou les moteurs à hydrogène. On en parle beaucoup en ce moment car les prix du pétrole ont atteint des sommets. La voiture de demain se trouve peut-être parmi celles qui ont été dévoilées aujourd'hui dans le sud de Paris. Luc Bazizin, Régis Maté. Bienvenue dans le monde du silence. Un laboratoire roulant où chaque modèle vient présenter en situation son savoir-faire en termes d'économie d'énergie. Celle-ci est toute électrique. Zoop, c'est son nom, est équipée de batteries au lithium polymère plus légères et plus puissantes, 450 km d'autonomie pour une vitesse de pointe sur circuit, 180 km/h. Mais la grande tendance annoncée pour l'avenir, la voici. Des voitures silencieuses à piles à combustible de haut rendement alimentées par l'hydrogène et l'oxygène. La Highlight dissimule même 2 moteurs électriques dans les roues avant. Hautement explosif, l'hydrogène peut pourtant maintenant être distribué à la pompe aussi facilement que l'essence. Je connecte au véhicule, j'ouvre la vanne et le gaz passe. On sait faire des stations prototypes, on sait faire des véhicules prototypes. Est-ce qu'on attend des décisions un petit peu politiques pour faire des incitations ? Du savoir-faire à la réalité industrielle, Édouard Michelin voulait faire franchir le pas à tous. C'est ce qu'il appelait la mobilité durable. La mobilité durable, c'est vraiment continuons à être capables de bouger, mais en le faisant de façon propre et durable, en traitant les problèmes générés par l'automobile. Ce constructeur japonais décline dans tous ses modèles des moteurs hybrides. C'est sa marque de fabrique. Et une première pour cette voiture, la possibilité de mettre 5 carburants différents au choix en fonction des prix à la pompe. La Coupe du Monde de football, difficile de l'ignorer, c'est demain que sera donné le coup d'envoi. Une image d'abord côté français, celle de
l'attaquant lyonnais Sidney Govou, 26 ans. C'est lui qui a été désigné ce matin pour remplacer Djibril Cissé, blessé hier. On y reviendra dans un instant. Il a rejoint au pied levé tous ses camarades à l'aéroport de Saint-Etienne en milieu d'après-midi. Sidney Govou a donc été préféré par Raymond Domenech à Anelka ou à Julie. Les 23 joueurs sont arrivés il y a un peu plus d'une heure dans leur résidence très bucolique de Aerzen. Sur place, on retrouve nos envoyés spéciaux Manuel Tissier, Vincent Bouffartig. Les grandes aventures de footballeurs commencent souvent dans les aéroports. Hanovre, 17 h, les Bleus sont en Allemagne. Accueil officiel pour les 23, ils sont tous là. Même Sidney Govou avec sa casquette. Mais le remplaçant de Cissé n'a pas eu le temps d'enfiler le costume. 80 km plus au sud, et un peu plus tard, le bus de la délégation française rejoint son camp de base. Verdure et tranquillité, même les supporters sont restés calmes et peu nombreux. En fait, on est en stage à Meulnes, donc on est juste à côté. Et comme on aime bien l'équipe de France, tant qu'à faire, on s'est dit que c'était l'occasion de passer les voir. À l'abri des regards dans l'ancien château du baron Münchhausen, les Bleus seront les seuls clients de cet hôtel 5 étoiles. L'annexe leur est entièrement réservée. Le luxe n'y est pas ostentatoire, mais le confort maximum. Et la présence d'un employé français, Jacques-Henri Backhaus, a pesé dans le choix de cette retraite dorée. Donc c'est les meilleures literies qu'on puisse avoir, c'est la climatisation, très très important pour les joueurs, les écrans plats avec les chaînes françaises et les bars, le mini-bar sans alcool. Piscine, salle de sport et golf à proximité, les joueurs sont dans les meilleures conditions. Mais pour que ce havre de paix laisse aux Bleus un souvenir de paradis, il faut que le séjour dure le plus longtemps possible. Hier, pour leur dernier match de préparation, les Français ont obtenu une victoire laborieuse 3-1 face à la Chine avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est la grande forme de Ribéry qui apporte un vrai plus à l'équipe. Il est rentré pour le dernier quart d'heure. La mauvaise, c'est bien sûr la blessure de Djibril Cissé qui a jeté un froid dans le groupe. Julien Benedetto, Madi Diawara. On joue la 9e minute de France-Chine. Djibril Cissé, tout juste auréolé de son nouveau statut de titulaire avec les Bleus, touche son premier ballon du match et s'écroule après une faute du capitaine chinois. À vitesse réelle, le choc semble anodin, mais l'image ralentie est terrible. La jambe droite de Cissé se tord en angle droit. L'attaquant a compris. C'est cassé, peut-on alors lire sur ses lèvres. Les Bleus sont au chevet du numéro 9. Alors que Gallas prévient son entraîneur de la gravité de la blessure, Cissé hurle sa douleur. Double fracture tibia-péroné, pour lui le mondial est terminé. Ce soir on est tous nous sous le choc. C'est-à-dire le seul... on n'a pas de mots. C'est vrai que de temps en temps il y a des choses plus importantes que le football et ça a jeté un petit coup de froid sur la partie pendant au moins 20-25 minutes. Conduit à l'hôpital de Saint-Etienne, Cissé est immédiatement opéré. Et dire qu'il s'était déjà brisé l'autre jambe il y a 2 ans, une malédiction qui émeut jusqu'au sommet de l'État. Simplement vous transmettre les vœux les plus chaleureux, ce que je vais appeler de rapide rétablissement. Commencé sur un ton dramatique, le match tourne au comique quand Zidane glisse au moment de tirer un pénalty. Mais quelques minutes plus tard, alors que Cissé quitte la pelouse sur une civière, Trezeguet, son remplaçant, ouvre le score, parfaitement servi par Henry. Sans mordant, les Bleus se font surprendre en deuxième mi-temps par un pénalty chinois. On s'achemine vers un inquiétant match nul quand Ribéry fait une entrée une nouvelle fois décisive. Tout près de marquer, il voit ensuite son centre catapulté par un défenseur chinois dans ses propres filets. Et c'est encore lui qui transperce la défense asiatique avant que Thierry Henry ne termine le travail. Et si Ribéry était plus qu'un joker de luxe. On verra ça dans quelques jours. Alors c'est à Munich en Bavière que se déroulera la cérémonie d'ouverture et que sera donné le coup d'envoi du premier match, demain donc, Allemagne-Costa Rica, la ville qui s'habille peu à peu aux couleurs du football. Sur place, Thierry Curtello en Desbois. Ils n'ont de billets ni l'un ni l'autre, alors le costaricien et l'allemand fraternisent. Ils se retrouvent dans les jardins du stade olympique qui accueillera 20 000 personnes demain devant un écran géant. Moi je viens du Costa Rica. Et moi je viens d'Allemagne. On est tous les deux pour l'Allemagne et pour le Costa Rica. Et pour que cela donne une belle fête. Un peu partout on installe ces écrans géants pour que la fête sorte des stades.
Le carillon de l'hôtel de ville a beau dater du XVIe siècle, il n'aura plus durant un mois ni les faveurs, ni même les regards des touristes. Et chacun y va de son initiative. Pas un de ces typiques jardins de bière munichois ne se privera d'une retransmission. Klaus et ses copains sont sans ticket eux aussi. Ils sont donc en repérage. Une bonne soirée, c'est un bon écran et une bonne bière. On savait très tôt qu'on n'avait aucune chance d'avoir un ticket, alors on a décidé de faire un tour sans ticket, en camping-car, et on visite les villes de la Coupe du Monde. Demain, 60 000 personnes auront leur place dans le stade, mais ce n'est peut-être pas autour du terrain qu'il y aura le plus d'ambiance. Ici, on viendra pour le match, bien sûr, mais surtout pour la fête, gratuitement. Pour la réussite de ce mondial, toute l'Allemagne compte sur un homme. Là-bas, on l'appelle l'empereur, le Kaiser, Franz Beckenbauer. Il a remporté le trophée à 2 reprises comme joueur et comme sélectionneur. Aujourd'hui, à 60 ans, c'est lui qui dirige les opérations. Christophe Duchiron, Laurent Desbois. De VIP à VRP, s'il n'y a qu'une lettre de différence, elle n'est pas sans noblesse. C'est que Franz Beckenbauer, l'empereur du mondial, le président du comité d'organisation, est aussi un digne représentant de commerce qui a vendu la Coupe du Monde à toutes les sauces. 132 000 km parcourus, 31 pays visités sur 32, des autographes à l'appel, des photos par milliers. Toujours bronzé, ce monsieur Beckenbauer est le genre d'homme qui se plaît dans la lumière. Ce qui est important, c'est d'avoir un devoir et de faire de son mieux. Et je pense que j'ai fait mon boulot en tant que joueur, puis entraîneur, et aussi mon devoir en tant que chef du comité de candidature. Franz Beckenbauer fait preuve d'un courage héroïque. En 1970, au Mexique, Beckenbauer joue les prolongations d'une demi-finale de Coupe du Monde, l'épaule blessée et bandée, faute de remplaçant. Il était jeune, brillant et défenseur. Il devint un héros malgré la défaite. Eu égard à son buste droit et à sa fière allure, il fut couronné d'un surnom, l'empereur. C'est vrai que sur un terrain au poste de libéraux, c'était le prince de l'élégance. En 1974, chez lui à Munich, capitaine de l'équipe d'Allemagne, vainqueur de la Coupe du Monde. Comme entraîneur de l'équipe nationale, il gagne aussi le mondial en 1990. Beckenbauer est une icône dans son pays. Sans lui, l'Allemagne n'aurait sans doute pas obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2006. Il avait la clé du succès. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir les portes. Ça, c'est le fait de la notoriété, le charisme. Il faut ouvrir les portes. Mais il ne faut pas qu'elles se referment, et mal. Footballeur, entraîneur, VIP, VRP et homme d'influence, toute sa vie, Beckenbauer a pratiqué le mélange des genres avec succès. Le mondial commence demain et c'est lui le chef d'orchestre. Tennis, Roland-Garros, elle est là une fois encore. La Belge Justine Henin-Ardenne, tenante du titre, affrontera en finale la Russe Kuznetsova. Nathanaël Rinxin, Philippe Deslandes. Cet après-midi, dans les vestiaires du Central, Kim Clijsters semblait plus préoccupé par son livre que par sa demi-finale. Le duel entre les deux Belges était pourtant annoncé comme l'un des plus indécis du tournoi féminin. Mais Justine Henin a tué le suspense. Plus rapide, plus précise que jamais, la tenante du titre remporte la première manche en 33 minutes. Kim Clijsters semble avoir du mal à se déplacer. Pire, son coup droit habituellement si puissant ne gêne absolument pas son adversaire. En manque total d'inspiration, Clijsters s'incline en 2-7 et un tout petit peu plus d'une heure. Je crois que le public parisien a énormément de respect pour moi et c'est partagé et c'est vraiment beaucoup de plaisir que tu es sur ce Central. Samedi en finale, Justine Henin ne retrouvera pas Nicole Vaidisova. Aujourd'hui, l'inattendue joueuse tchèque a fini par céder face à Natalia Kuznetsova, une Russe particulièrement efficace sur terre battue. Une image du sourire de Rafaela Legouvello, la Française de 46 ans a réussi son pari, la traversée en planche à voile de l'océan Indien en solitaire et sans assistance. 60 jours de navigation, elle était partie d'Australie au mois d'avril, elle est arrivée à La Réunion ce matin. La Provence fête son peintre le plus célèbre, Cézanne, disparu il y a 100 ans tout juste. Une exposition événement ouvre ses portes au public demain à Aix. Elle accueille des tableaux venus du monde entier pour la circonstance. Michel Monpontet, Philippe Luzzi. Dans la palette des grands peintres, on aimerait tellement trouver le secret de leur art.
Les photos ne disent rien d'autre que ce que l'on savait déjà. L'allure, les cheveux, le costume, presque un rapport de police. Inutile. La palette de Cézanne pourrait au moins nous raconter ces couleurs-là, que lui seul, à un instant de sa vie, a vues. Dans la tête des grands peintres, il y a toujours l'histoire d'une obsession. Celle de Cézanne avait un nom, la montagne Sainte-Victoire. 87 fois peinte, 87 tentatives d'invention de la peinture. Les voix de ceux qui à Aix connurent Paul Cézanne se sont tues depuis longtemps, bien sûr. Mais la magie des archives efface immanquablement le temps qui passe. Nous avons connu Cézanne en 96, l'année même de notre mariage. Cézanne était né en 39, il était près de la soixantaine, c'est-à-dire en pleine possession de son art et en pleine possession de sa souffrance. C'était un persécuté. C'était une sorte de martyr. Martyr, persécuté, c'est là la légende douloureuse de ce peintre. Pour entendre parler de Cézanne, on peut aussi aller fouiller vers Gardanne et le miracle d'une carte postale retrouvée. Dans les anonymes qui passent là, ce jour-là, incroyable, c'est la Paul Cézanne. On peut aussi, pour parler de Cézanne, choisir les sentiers buissonniers de Jeannot, passionné. La première fois que j'en ai vu un, donc c'était avec monsieur le maire au conseil régional à Marseille. Presque je mettais le doigt dessus. Alors c'est vrai qu'ils ne m'ont pas coupé parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Écoutez, moi lorsque je regarde ce tableau, je vois la maison où j'ai grandi, je revois la vieille église qui aujourd'hui a disparu, je vois notre ville, je vois c'était des champs à cette époque-là. Je vois le Gardanne qui a changé. Mais non, Jeannot, grâce à Cézanne, Gardanne ne changera plus jamais. Et sans le savoir, les graffeurs de la ville du XXe siècle rendent un hommage osé à Paul Cézanne, mort il y a pourtant 100 ans. Et avant de refermer ce journal, un aperçu de l'événement politique ce soir sur France 2. À vous de juger. Bonsoir Arlette Chabot. Bonsoir. Au lendemain de la présentation du programme du Parti Socialiste, vous accueillez François Hollande. Oui, voilà. Si j'osais, je dirais ce soir qu'on accueille le compagnon de Ségolène Royal, mais il se trouve qu'il est aussi effectivement premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'il a fait adopter le projet du PS pour l'élection présidentielle. Alors il le présentera à propos du chômage, de la sécurité, de la formation à des Français qui sont chefs d'entreprise, aux chômeurs. Il parlera aussi et dialoguera et débattra avec Michel Alliot-Marie et avec Olivier Besancenot. Donc voilà, François Hollande, c'est tout de suite après ce journal. Merci Arlette, on vous retrouve dans quelques minutes. Après la météo de Patrice Drevet, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.